Septembre 1982, le jeu vidéo, c'est encore une curiosité, hein, presque vu comme un jouet. Oui, c'est ça. Et là, paf, Tilt, le tout premier magazine français entièrement dédié aux jeux vidéo. Une petite révolution, j'imagine, pour les passionnés de l'époque. Ah oui, clairement. Lancé par les Éditions Mondiales, un groupe qu'on connaissait plutôt pour Télépoche, Modes et Travaux, des choses assez traditionnelles. Oui, pas forcément le profil attendu. Exactement. En fait, Tilt est né d'une petite rubrique jeux vidéo dans Télépoche. L'idée de départ, c'était d'adapter un magazine américain, Electronic Games. Ah, d'accord. Mais très vite, ils ont changé d'avis et ils sont partis sur du 100% français. Et le nom, Tilt, ça vient tout droit du flipper. Un clin d'œil assez parlant. Logique. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu l'histoire fascinante de ce pionnier. On s'appuie sur quoi, hein? Des articles de mo5.com, Wikipédia, des analyses un peu plus poussées aussi. Oui, Open Edition Books, on a aussi des discussions de collectionneurs sur Gamme en pâte, et puis des interviews importantes, notamment celle de Jean-Michel Blotière, qui était rédacteur en chef. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre un peu ses débuts, son évolution, son approche qui était quand même unique, et puis son impact. C'est ça. Alors, si on commence par les toutes premières années, 1982-1985, le contenu était incroyablement large. Ah oui, Oui, on trouvait des jeux vidéo, bien sûr, arcade, console, micro-ordinateur, mais aussi des jeux de société. carrément. Oui, et même des jeux sur calculatrice, dans une rubrique appelée Sésame. Il y avait aussi les jeux électroniques portables, les minis, et puis, chose amusante, flipper et jeux vidéo étaient traités sur un pied d'égalité dans Services compris. C'est fou cette diversité. C'était peut-être parce que la définition même du jeu vidéo était encore un peu floue à l'époque. Moins cadré qu'aujourd'hui. Exactement. Le média se cherchait et Tilt reflétait bien ça. Ils avaient des rubriques marquantes comme Titre Journal pour les actus, Mhm. Challenge pour des comparatifs, parfois surprenants. Je me souviens d'un comparo de jeux de détective où ils avaient mis Supernan sur Atari 2600. Incroyable. Il fallait oser, quoi. Et puis les fanas, des interviews de personnalités qui jouaient, comme Yves Mourouzi, Eddie Mitchell. C'était une façon de légitimer un peu le média, de dire, regardez, c'est pas juste pour les enfants. Et la fabrication, j'imagine que c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui avec nos logiciels. Ah non, c'était très artisanal. La maquette, c'était à la main, avec de la colle, des ciseaux, Ah oui, la méthode classique. voilà. Et les photos d'écran, un cauchemar. Il fallait les prendre dans le noir complet, c'était souvent flou. Parfois, ils devaient même les redessiner pour que ce soit lisible. C'est dingue. Et puis, le truc important, il n'y avait pas de distribution presse officielle pour les jeux au début. Les journalistes, qui souvent n'étaient même pas des joueurs au départ, Ah bon? oui, ils venaient de formations diverses, agronomie, pharmacie. Incroyable. D'accord. Ils devaient trouver les jeux eux-mêmes, dans les boutiques, par l'import, parfois même via des copies. Ça créait une sorte de compétition interne pour dénicher les jeux. Le Far West du jeu vidéo. Et l'équipe, justement, à part ses profils atypiques, la première femme journaliste, c'était qui? C'était Nicole Masson. Et le premier testeur vraiment identifié comme tel, Jean-Michel Maman. Bruno Barbier a été le premier rédac-chef, suivi par Jean-Michel Blotière. D'accord. Et malgré une image qu'on dit parfois un peu sérieuse, ça a marché? Oui, oui, les ventes étaient bonnes. Un gros avantage, Tilt publiait des images des jeux, ce qui n'était pas toujours le cas ailleurs, notamment dans la presse anglaise. C'était un plus visuel. Exactement. Et petit à petit, les jeux non vidéo ont quand même disparu. Le magazine est devenu mensuel en 84, puis le titre a changé pour Tilt Micro Loisirs en 85, avec un focus clair sur les micro-ordinateurs. Et c'est là aussi qu'arrivent les fameux tilts d'or. Oui, les prix annuels, très attendus, qu'il co-organisait avec Canal+. Un gros événement. Et donc après cette phase un peu écliptique, on entre dans ce qu'on appelle souvent l'âge d'or, disons 1985-1990. C'est un peu ça, oui. Sous Blotière, le magazine s'affirme, devient plus «sérieux», entre guillemets. Mhm. On voit apparaître de nouvelles rubriques, SOS Aventure, Kids School sur les logiciels éducatifs, Tilt Parade sur les serious games. L'accent était mis sur les jeux d'aventure, de rôle, de simulation. Mais est-ce que ce choix, très orienté vers des genres peut-être plus intellectuels, ne risquait pas d'éloigner une partie du lectorat plus porté sur l'action, les plateformes? C'est une bonne question. C'était un risque, oui. Et c'est là que l'arrivée de journalistes plus gamers, on peut dire, a été importante. Comme qui par exemple? Le plus connu, c'est Alain Hugues-Lacour, AHL. Ah oui, AHL. Voilà,
Son expertise sur les jeux d'action, les jeux de plateforme, a vraiment permis de rééquilibrer un peu la ligne éditoriale. Le magazine se modernise aussi en 88, nouvelle formule, plus de previews, des solus, Et le Minitel? et le fameux 3615 Tilt, un précurseur de nos forums internet en quelque sorte. Ils ont même tenté de passer bimensuel avec Tiltobis. Ah oui, ça a duré. Non, échec rapide. Pas assez d'annonceurs publicitaires apparemment. Ça a même entraîné des licenciements. Dur. Et c'est aussi à ce moment-là que la concurrence commence à pointer le bout de son nez. Exactement. C'est l'arrivée de Joystick, de Génération 4, des magazines plus jeunes dans l'esprit, plus réactifs, faits par des équipes de passionnés, souvent avec moins de moyens mais plus d'agilité. Et pour Tilt, qui était dans une grosse structure comme les éditions mondiales, C'était plus lourd, plus difficile de suivre ce rythme effréné imposé par ces nouveaux venus. ce qui nous amène assez logiquement à la période suivante, le début des années 90, qui va être plus difficile. Oui, clairement. 1991-1994, c'est le début du déclin. Les ventes baissent, la concurrence est bien installée et dépasse Tilt. En plus, le marché du micro-ordinateur, l'Atari ST, l'Amiga, qui était le cœur de cible de Tilt, Oui, est en pleine crise face à la montée en puissance des consoles. c'est vrai. Il tente une nouvelle formule en avril 93, avec des notes en pourcentage, un truc très formaté. Ça n'a pas vraiment pris. Trop rigide peut-être? Et la fin arrive brutalement en janvier 1994. Quelles sont les raisons invoquées pour cet arrêt? Il y a plusieurs facteurs qui s'accumulent. La rentabilité, évidemment, qui baisse. Un certain décalage avec le reste du groupe de presse. Blottier lui-même parle d'une mauvaise gestion du virage vers le PC, d'une ligne éditoriale qui a trop voulu copier la concurrence et qui a perdu son âme en quelque sorte. Il y a aussi d'autres éléments, hein. Oui, on parle des coûts de production qui restaient élevés, peut-être le budget de l'émission Micro Kids, que Blottier animait aussi, qui aurait un peu pompé les ressources. D'accord. Et puis, il y a eu apparemment une grosse pression de la régie publicitaire, EMAP à l'époque, pour réduire la partie journalistique, les articles de fond, au profit des tests, des previews, des solus, plus vendeurs en pub. Une logique commerciale qui prend le pas. Le dernier numéro avec cette couverture Tilt fait Tilt est devenu un peu mythique. Oui, c'est un marqueur fort. Au final, Tilt, c'était vraiment plus qu'un simple magazine. C'est le pionnier, celui qui a, en quelque sorte, défini la presse jeux vidéo en France. Il a ouvert la voie et... Exactement. Il a navigué dans un marché naissant, il a su évoluer, innover avec les tilts d'or, son approche thématique parfois, il a lancé des carrières. Bon, sa fin montre aussi à quel point ce secteur bouge vite et comment des choix éditoriaux, parfois contraints, peuvent être fatals. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour réfléchir. Cette approche initiale de Tilt, tu vois, très large, parfois qualifiée d'intellectuelle, qui intégrait les jeux de société, des débats, est-ce que ça a pu forger une perception un peu particulière du jeu vidéo en France? Peut-être différente d'autres pays où la presse est tout de suite focalisée sur le produit de manière plus étroite. C'est une excellente question. Est-ce qu'il y a un héritage culturel tilt dans la façon dont on a appréhendé le jeu vidéo ici? C'est une piste intéressante à creuser en effet.